qu'on grimpe les montagnes, c'est la question sans réponse. Parce qu'elle est là, parce qu'on a besoin d'y aller. Mais pour moi, la montagne, c'est vraiment une passion. C'est la passion de me retrouver dans un environnement qui est spécial, où je me sens bien. Puis, tu es dans un mode de survie en même temps sur ces grosses montagnes-là. Le sommet, c'est une chose. Les gens pensent qu'on veut absolument un sommet, mais il n'y a pas juste le sommet. Il y a tout ce qu'on vit à travers l'expédition. Puis, on veut retourner encore, puis retourner encore. Le but de notre expédition au Pérou, c'est de trouver de la glace, c'est de trouver de la roche et de la neige et de tester notre corps pour être sûr qu'on est prêt mentalement, physiquement, aussi techniquement. Et l'objectif, c'est aussi de trouver un environnement avec un manque d'oxygène. Les Andes ressemblent beaucoup au Himalaya au Népal. Et pour se rendre au camp de base de Yanapacha, on conduit à travers des routes qui serpentent en direction vers les nuages. Tu es entouré des montagnes majestueuses. Une fois qu'on se rend au début de la piste, c'est une bonne marche de 2-3 heures et c'est un terrain assez mixte. Aller au Pérou a permis à Elia et moi de retrouver notre bon ami Richard, qui est guide péruvien, avec qui on a déjà grimpé, et voir comment notre conditionnement physique, comment notre entraînement était rendu. Richard est le meilleur grimpeur qu'on peut pas avoir au Pérou en haute altitude. Il a déjà grimpé 5 sommets de 8000 mètres sans support d'oxygène et sans support de Sherpa. Okay. Yeah. So this I this think looks better, eh? yeah, we go there, reach the first plateau, and we continue there for the. Puis je pense que son idée est bonne. On traverse cette section-là pour arriver sur le plateau, puis il y a la roche là. On a monté une falaise pour observer et analyser le terrain en avant de nous autres. Ce qui m'impressionne avec Gabriel et Richard, c'est leur capacité de comprendre le terrain, d'observer le terrain et de savoir à un niveau très profond quel est le chemin le moins dangereux. On a été chanceux d'avoir Richard avec nous pour cet entraînement au Pérou parce qu'on essayait de reproduire l'expédition à 3 gars. Donc, on a pu pratiquer à 3 personnes sur le glacier, les traverses et pratiquer l'escalade de glace à 3, ce qui est différent d'être seulement 2 personnes. Au Pérou, on s'est entraîné à 4800 mètres d'altitude. C'est quand même une altitude basse comparativement à ce qu'on s'en va faire au Népal, avec des sommets tout juste en dessous de 8000 mètres. Donc, il y a encore une grande marge à couvrir. Dans ce cas-là, il va falloir continuer à faire attention au niveau de l'acclimatation. La mission que je m'étais donnée pour Everest 2009, c'était d'aller faire l'ascension pour la Fondation du Canadien de Montréal pour l'enfance. L'objectif, c'était d'apporter le drapeau signé par tous les joueurs de l'édition du 100e anniversaire du Canadien et remettre tout ça à la Fondation du Canadien de Montréal pour l'enfance afin de recueillir des fonds. L'idée de faire l'ascension avec Gabriel en 2009, c'était ma manière de le remercier
pour tout ce qu'il a fait pour moi en 2007, en l'honneur de mon ami Sean. Mon rôle était de filmer l'expédition. Et pour rendre ça encore plus compliqué, on faisait des montages et on diffusait les web-émissions en temps réel sur RDS. Pour moi aussi, c'était une chance de confronter l'Everest pour une deuxième fois. C'est sûr que de monter le drapeau du Canadien de Montréal au sommet de l'Everest, ça ajoute une pression additionnelle que j'ai pas habituellement en montagne. On est parti vers l'Everest avec les plus grands espoirs. Puis Elia et moi, on a été malades avant d'atteindre le camp de base dans un village. On pense fortement que c'était un empoisonnement alimentaire. On se sentait déjà affaibli, mais on a décidé qu'on allait continuer. La journée qu'on a quitté Katmandou pour traverser la frontière du Tibet, on a embarqué dans un autobus. Et à ce moment-là, Richard est arrivé dans l'autobus. Un homme embarque sur l'autobus, en camisole et lunettes fumées. Et pour nous, on avait une expédition privée. Alors on se posait la question, c'est qui cet homme-là? Mais on a reconnu très vite que Richard était un grand homme avec beaucoup de talent et que Richard deviendrait une addition importante dans notre équipe. J'étais hors de ma zone de confort sur le côté nord de l'Everest. C'est plus froid, il y a beaucoup plus de vent, c'est dans un sens plus dangereux et plus exposé aux éléments. Ce qu'on voyait, c'était une météo inagréable, des vents en excès de 70-80 km à l'heure. Et ce qu'on voyait aussi, c'était des équipes, un par un, qui quittaient la montagne. This trip has been a living hell. It started off and I was sick for probably the first 3 weeks. And everyone has left, our Sherpas have quit, and right now, our team is going up tomorrow. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que sur le versant sud de l'Everest, tout le monde est parti. Le versant nord, maintenant, tout le monde quitte. Il n'y aura plus personne sur la montagne, seulement nous trois. C'était dur pour moi de voir mon ami en souffrance. J'étais très conscient que c'était très difficile pour lui. Je comprenais la pression, je comprenais la mission. Ce que je voyais, c'était mon ami qui n'était pas bien. La troisième journée, en direction du camp 2 au camp 3, je commence à être faible. Mon oxygène est sur le point de terminer. Et j'ai demandé à Elia de trouver une bouteille parce que sinon, moi, je redescendais. La météo se détériore. Les Sherpas ont abandonné la montagne et on a pris la décision de continuer quand même. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est une passion ou une obsession? C'était quand même assez bizarre pour moi d'aller demander de l'aide parce que normalement, je suis le chef d'expédition, j'aide les gens à sortir du pétrin. Et là, j'étais dans une position vulnérable. Dans ce moment-là, on avait décidé de déposer la caméra parce que c'était un cas de survivre. Puis à un moment donné, j'ai perdu un crampon. Chanceux, Richard était en arrière de moi. Le retrouver, on continue. Puis peut-être 50, 60 mètres plus haut, je me suis aperçu que le crampon était encore parti. J'ai crié à Richard que je faisais demi-tour parce que je savais que plus haut, il y avait encore une section de glace. J'avais besoin de mes crampons, section dangereuse à grimper encore. Donc j'ai mis fin à mon expédition. Richard m'a dit « Attends-moi, je redescends avec toi, je commence à avoir froid aux pieds. » J'ai finalement trouvé la corde fixe. Le sommet d'Everest était directement en avant de moi et il n'y avait plus d'équipe. Et tout ce que j'ai entendu, c'était « Reviens, reviens ». Et j'ai réalisé que c'est la deuxième fois que j'ai pas réussi à atteindre le sommet de l'Everest. On savait qu'on était parti déjà avec
beaucoup de problèmes, qu'on a surmonté tous ces problèmes-là, puis de redescendre en se disant « c'est un crampon qui nous a arrêtés à 400 mètres du sommet ». On ne pouvait rien, on ne voulait pas se battre contre la nature, on était content de ce qu'on avait fait. J'avais un respect profond pour Gabriel dans ce moment-là, parce que c'était une décision très humble qu'il a prise. C'était une décision qu'il a prise pour le bien-être de toute l'équipe, lui-même inclus, et on a viré de bord pour sauver notre vie. Aujourd'hui, avec ce qui s'en vient, avec Tenzing puis Larry Peak, je sais que si une journée on pense que c'est fini, il va falloir y penser 2 fois avant de redescendre, parce que peut-être qu'on n'est pas fini. Peut-être qu'on peut pousser encore un peu plus.